Bien, bonjour, merci Vincent pour cette introduction. Voilà, donc je suis la doublure de Cédric Villani. J'ai effectivement eu l'honneur de participer à la rédaction du rapport Villani, mais je ne vais absolument pas vous en parler ce soir. Je vais essayer de vous parler un peu d'intelligence artificielle quand même, on est là pour ça. Et un peu aussi de créativité artificielle, même si ces deux mots ont l'air un petit peu antinomiques. Il se passe des choses dans ce domaine aussi. Alors, dans le domaine de l'intelligence artificielle, vous êtes tous au courant, l'intelligence artificielle est là. Voilà, elle est déjà là, pour le meilleur et pour le pire. Donc, le meilleur, par exemple, la reconnaissance d'images à un niveau jamais atteint jusque-là, qui permet de détecter sur des radiographies des choses que même les bons radiologues ont du mal à détecter, qui permet de reconnaître vos amis sur vos photos Facebook, qui permet aussi, par exemple, à des sourds et des malentendants de suivre une conversation en transcrivant la conversation sur leur téléphone. Tout ce genre de choses, la traduction automatique, vous êtes tous allés voir Google Translate. Donc ça, c'est pour le meilleur. Il y a aussi des choses, bon, je ne vais pas donner de qualificatif, comme le placement optimal de publicité sur les écrans de Google ou Facebook ou Amazon. Et puis le pire, c'est par exemple la reconnaissance d'images, quand ça permet de détecter, repérer quelqu'un dans une foule de 30 000 personnes. Pourquoi le pire? Parce qu'il y a forcément là-dedans des erreurs, des faux positifs, et donc si on se met à croire trop en l'intelligence artificielle, ça peut poser quand même de sérieux problèmes. Voilà, donc, voilà, qu'on le veuille ou non, elle est là. Il y a des thèses plus ou moins alarmistes sur l'intelligence artificielle. Alors, je ne vais pas entrer dans le débat ce soir, mais est-ce que les robots vont nous remplacer? Est-ce que, au contraire, ça va être des compagnons fidèles et attentionnés? Ça dépend de ce qu'on voudra en faire. Alors, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, surtout moi ce soir, là. Je vais quand même essayer un petit peu de voir de quoi on parle. Donc, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Alors, il n'y a pas de définition universellement reconnue et admise par tous. On dit, bon, c'est de faire à la machine, c'est artificiel, des choses qui relèvent de l'intelligence humaine et de le faire mieux que par les humains. Alors déjà, on ne sait pas tellement ce que ça veut dire l'intelligence humaine, on va aussi définir ça. Et puis, à ce moment-là, votre calculette, c'est l'intelligence artificielle, puisqu'elle fait des opérations quand même mieux que vous, hein, en tout cas mieux que moi. Donc, ce n'est pas satisfaisant. Une autre définition que je préfère de loin, c'est d'arriver à faire par la machine des choses qu'elle ne sait pas encore faire. Donc ça, c'est une définition qu'on attribue souvent à Jean-Louis Laurière, qui était un grand pionnier français de l'intelligence artificielle dans les années fin 70, début 80. Cette définition a l'avantage d'être autodestructrice, puisqu'évidemment, on a réussi à faire à la machine ce qu'elle ne savait pas encore faire, mais ensuite, elle sait le faire, la machine, puisqu'on lui a fait faire. Donc, c'est plus de l'intelligence artificielle du moment qu'on a réussi. Donc ça, c'est assez satisfaisant, ça veut dire que c'est un concept glissant, mouvant. Et en plus, quand on va parler de créativité artificielle, évidemment, à ce moment-là, ça reste de l'intelligence artificielle, puisque la créativité, c'est de faire des choses toujours nouvelles. Donc, on peut penser que finalement, c'est une assez bonne définition. Et puis, il y a une autre définition, peut-être plus opérationnelle, qui a été reprise, par exemple, récemment dans le rapport de l'Académie des technologies, qui dit qu'on ne peut pas définir comme ça, en intention, l'intelligence artificielle, donc on peut la définir seulement en extension, en disant c'est un ensemble d'outils, chacun défini pour un but précis, et puis cette définition a l'avantage d'être relativement stable dans le temps, puisque les techniques d'intelligence artificielle, qui ne sont pas très récentes, hein, je rappelle 1956 l'apparition du terme intelligence artificielle, et depuis, il y a eu des outils de raisonnement automatique, de sémantique et de gestion des connaissances. Donc, et puis plus récemment, mais j'y reviendrai, d'apprentissage et de réseau de neurones. Donc un ensemble d'outils comme ça, et on peut repérer ces outils. Bien, mais revenons un petit peu à nos moutons, la créativité. Et je vais commencer par vous raconter une anecdote personnelle. Donc moi, je travaille encore, mais peut-être un peu moins, dans le domaine de l'évolution artificielle. On est très artificiel ce soir. Donc l'évolution artificielle, c'est d'essayer de trouver des solutions à des problèmes d'optimisation en prenant ce qu'on appelle une population de solutions et puis en la faisant évoluer. Alors les petites solutions se croisent, ont des mutations. Chaque fois, on regarde si elles sont un peu meilleures que les autres ou pas. Et petit à petit, cette population, du fait de la sélection, alors
naturellement artificielles, ou artificiellement naturelles, comme vous voulez, finissent par donner des solutions raisonnables aux problèmes qu'on s'est posés. Et un jour, un architecte a frappé à ma porte et il a dit « Ah, j'aime beaucoup ce que vous faites. » Je faisais de l'optimisation de forme, mais alors pour des mécaniciens, pas du tout dans le cadre des artistes. Donc j'aime beaucoup ce que vous faites et je voudrais qu'on fasse quelque chose ensemble. Et alors il dit, en tant qu'architecte, les choses qu'on fait en première année d'architecture, c'est dessiner une chaise, le design d'une chaise. Apparemment, c'est le b.a.-ba du design, en tout cas d'après donc Philippe Morel, cet architecte de l'agence EZCT. Et donc on dit, bah, allez, faisons des chaises. Et donc on a lancé l'évolution de chaises, des petites chaises qui se sautent dessus et qui petit à petit évoluent. Alors, je vais essayer de vous montrer le résultat. Et ce qui est intéressant dans ce résultat, voilà, c'est ça. Alors c'est cette chaise-là. Alors elle peut vous avoir paraître un petit peu bizarroïde, effectivement. Je me suis rendu compte après que ce qui l'intéressait, c'était pas la chaise, le résultat, c'était le processus qui avait amené à la chaise. En l'occurrence, le processus d'évolution artificielle. Donc ces chaises ont même eu l'honneur d'être achetées par Beaubourg dans la collection permanente, et elles ont été 6 mois exposées. Maintenant, elles prennent la poussière dans les caves, je suppose. J'en ai même une dans mon bureau. Mais je ne m'assieds jamais dessus parce qu'elle est vraiment très, très inconfortable. Soyons clairs. Parce qu'en fait, voilà, qu'est-ce qui se passe ici? Il faut un but, que ce soit à l'évolution artificielle, à l'apprentissage, etc. Il faut un but. Là, le but, c'était de faire une chaise qui tienne debout, qui tienne même quand on s'assoit dessus, tant qu'à faire. Mais c'est tout. Il n'y avait aucun but de design ou de création là-dessus. Donc ça a donné ça, un petit peu par hasard. Ça dépend beaucoup de la manière dont on décide de représenter la chaise, par un ensemble de paramètres. Puis quand on va chercher dans cet espace de paramètres, on va trouver des choses plus ou moins intéressantes. Mais il manquait un but. Et en fait, c'est le problème, c'est peut-être une bonne chose, de la créativité en général, c'est que c'est un peu sans but. Alors on peut explorer un espace gigantesque en espérant trouver quelque chose d'intéressant. Ça peut prendre aussi longtemps que le singe qui tape à la machine mettra à taper Hamlet, par exemple. Ou alors on peut décider de l'aider. Et de l'aider, sachant que c'est très difficile de définir une mesure de nouveauté, de créativité, et surtout d'esthétique, par exemple, dans l'absolu, qu'on peut calculer sur ordinateur. Donc pour l'aider, en fait, en général, maintenant, on demande à un être humain. Alors ça s'appelle, toujours dans le cadre de l'évolution artificielle, l'évolution interactive. Donc Emmanuel Kela, donc, qui est un artiste parisien, avec Evelyne Luton, notre chercheuse de l'INRIA, ont mis au point l'évolution interactive. C'est-à-dire qu'au lieu d'appliquer la sélection naturelle, on applique la vie de l'être humain qui est dans la boucle. Alors malheureusement, je n'ai pas réussi à retrouver de résultats de ce qu'ils ont fait, mais ce qui est sûr, c'est que Emmanuel Kela utilisait ensuite des populations là, dont je vous ai parlé, mais de dessins, mais à chaque fois de manière embryonnaire, et puis il les mettait ensemble dans une espèce de bac à sable où il copulait joyeusement pour donner finalement des très beaux dessins. Et ça a été repris de manière beaucoup plus systématique, comme souvent par un Américain, et ça a donné Peak Breeder, donc, qui est une manière aussi de faire évoluer des images. Et c'est un site, vous pouvez aller voir, Peak Breeder, c'est un site interactif de genre crowd créativité. C'est-à-dire, les internautes sont invités à dire « je préfère celle-là, je préfère celle-là », ben, ok, donc on reproduit celle-là et celle-là on la jette, etc. Et ça a donné des choses comme ça. Bon, alors, il y en a plein le site web, ici. Et ça permet donc de faire évoluer, de faire des choses vraiment très, très originales. Alors on peut déplorer qu'il y ait certaines symétries, ça c'est dû à la manière justement dont sont représentées les formes, mais ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Donc ça c'était dans la fin des années 90. Et puis en intelligence artificielle, il y a quand même eu la révolution que j'ai brièvement évoquée au début, la révolution de l'apprentissage et en particulier du deep learning. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'intelligence artificielle sans parler de deep learning ou apprentissage profond ou réseau de neurones profond. Donc ça, c'était... Alors, les réseaux de neurones datent des années 50 aussi, il ne faut pas rêver, tout avait été déjà pensé. En particulier par Alan Turing, toujours lui, qui a vraiment imaginé beaucoup de choses alors qu'il n'avait même pas les moyens de les réaliser, c'est ça qui est très très beau. Bref, donc les réseaux de neurones ont
eu un revival, comme on dit en franglais, en 2010-2012 et se sont mis à écrabouiller toutes les autres méthodes de reconnaissance d'images. C'est grâce à eux qu'on sait faire mettre des tags sur vos amis dans Facebook, c'est grâce au réseau de neurones profonds. La traduction automatique aussi a rapidement suivi, etc. Et justement, les réseaux de neurones, donc vous connaissez le principe déjà de l'apprentissage, hein, on présente des dizaines de milliers d'images à un réseau de neurones, des images de chats, des images de chiens. On regarde si, on calcule comme ça donc, dans le réseau, la sortie du réseau. S'il y a une erreur, eh ben on dit qu'il faudrait modifier un petit peu comme ça les paramètres du réseau pour faire diminuer l'erreur. On fait ça donc des dizaines de milliers de fois avec des dizaines de milliers d'exemples. Et à la fin, quand on lui présente une image de chat, il dit « Ah, c'est un chat », et une image de chien, il dit bah, « C'est un chien ». Et évidemment, quelquefois, il se trompe, mais là n'est pas la question. Ce qui est intéressant, et c'est sur quoi je voudrais insister, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est qu'à l'intérieur du réseau de neurones, on va rarement voir, parce que c'est une boîte noire avec des millions de paramètres, hein, souvent, mais en fait, c'est organisé en couches, et chaque couche est une représentation des exemples qu'on lui a donné à manger. Et ça fait donc une manière de structurer, de parcourir un petit peu l'espace qu'on veut chercher. Et c'est ça qui a permis en particulier, je suis sûr que vous avez tous été voir ça sur Internet, de faire des images à la manière de... Alors je vais vous montrer un exemple, voilà. D'accord, donc on prend une photo, on prend un peintre, donc ici Van Gogh par exemple et son ciel étoilé, et puis on transforme la photo en peut-être ce qu'aurait pu peindre Van Gogh s'il avait vu cette photo ou ce paysage à l'époque. Donc là, c'est grâce aux représentations, on a pu extraire la représentation d'une part des caractéristiques de la photo, avec les bâtiments, etc., et d'autre part du style de Van Gogh, ou du style de Munch, etc., d'accord, et mélanger les deux, et puis à la fin... Donc les réseaux de neurones, ce n'est pas seulement des machines à classifier, qui font très 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 bien d'ailleurs, c'est aussi des machines à trouver des représentations. Donc il y en a d'autres, hein, comme ça, mais je suppose que vous avez déjà vu ça beaucoup. On sait même faire ça sur des vidéos. Normalement, ça devrait marcher là. Hop. Donc ça, c'est une vidéo de Münster, parce que les gens qui ont fait ça sont à Münster. Et puis ils vont la transformer pour ressembler aussi à un Münster de Van Gogh. Voilà, hop, vous voyez, petit à petit. Bon, voilà, il y en a un certain nombre comme ça. Donc voilà, ça c'est un dessin animé. Hop, on lui fait ressembler ici... mais ils ont changé d'image, donc on change de représentation, etc. Voilà, donc tout ça, c'est grâce au réseau de neurones profonds et surtout à la manière dont ils représentent, Dark Vador est un peu louche là, la manière dont on est capable d'extraire des représentations à la fois du style et du contenu d'une image. Alors, vous direz, bon, c'est pas créatif. On est d'accord, c'est amusant, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est pas très créatif. La première fois que ça a été fait, bon, on peut dire « Ah, bravo, c'est bien ». Mais maintenant, tout le monde peut le faire. Il y a des sites où vous pouvez le faire. Je vais vous envoyer votre image, vous envoyez le style, et puis hop, il vous le fait. Hein. OK. Donc, on peut se servir de ça. Alors, on est encore un petit loin de la créativité, mais pour essayer d'appliquer ça à l'histoire de l'art. Alors, je sais que la créativité n'est pas réduite à l'art, et pas aux peintures en tout cas, mais c'est quand même ce qui nous parle le plus et sur lequel on a le plus de données. Donc ça, ce sont les travaux de Ahmed El Gamal de Rutgers University, où il a défini à la main une représentation des peintures et il les a classées suivant divers axes. Et là, par exemple, encore une fois, le classement est fait de manière automatique. Hein, ça s'appelle l'apprentissage non supervisé, pour ceux que ça intéresse. Alors que quand on donne des images de chats et de chiens en disant c'est des chats et des chiens, c'est supervisé. Donc là, on donne juste, pouf, tous les tableaux. Alors il y en a quelques milliers quand même. Et puis, donc, l'algorithme les répartit en plus ou moins semblables. Et donc là, en gros, donc de droite à gauche, alors je ne sais plus dans quel sens, comment ça se décrit, mais il a trouvé, si on peut lire en dessous, parce que je ne m'en souviens plus, oui, figurative de très figuratif à de moins en moins figuratif. Et puis de bas en haut, c'est le trait est très, très, très précis, et en haut, le trait est plus flou et plus impressionnant. Et donc ça, encore une fois, il a fait beaucoup d'autres travaux où il a réussi à aussi étudier l'influence d'un peintre sur les autres. Donc il prend des paires de tableaux
Et donc, il regarde dans cette représentation comment il a réussi à décrire ces tableaux de sa représentation. Et s'ils se ressemblent et qu'il y en a un qui est postérieur à l'autre, enfin, il y a toujours un qui est postérieur à l'autre, celui qui est postérieur voit son originalité décroître, et celui qui est antérieur, son originalité décroître. Ça veut dire qu'il a influencé celui-là, et il a comme ça réussi à montrer quels étaient les tableaux, alors je n'ai pas trouvé non plus ça, mais quels étaient les tableaux vraiment innovants qui sont apparus. Il y en a plusieurs de Picasso, des choses comme ça. Voilà, donc ça c'est une autre peut-être utilisation de l'art. Ce n'est pas directement pour la créativité, mais c'est pour essayer de comprendre la créativité, en étudiant l'influence de peintres sur d'autres, ou de tableaux même, tout simplement de tableaux sur les autres. Alors maintenant, revenons plutôt essayer de trouver la créativité. Alors j'ai parlé beaucoup de peinture et un peu de chaises. Parlons un peu de musique pour terminer. En musique, il y a aussi des choses à faire, et les réseaux de neurones profonds peuvent faire des choses, mais comme pour ces derniers travaux sur l'art, il y a aussi le fait d'avoir défini une représentation de la musique à la main, sans l'aide des réseaux de neurones, qui permet ensuite de manipuler des morceaux de musique. Et François Pachet, donc, qui était chercheur à Sony CSL à Paris, qui maintenant est chez Spotify, chef de quelque chose chez Spotify, travaille depuis les années 90 sur ce genre de choses, et il a mis au point en particulier un algorithme qui s'appelle Continuator, c'est-à-dire que vous lui jouez un air et puis il le continue. Mais alors, si vous lui passez un petit morceau de Bach, il va continuer à la manière de Bach. Et de même que pour les images, on a réussi à séparer le style du contenu, il a réussi aussi, à partir de Continuator, à plaquer un style connu sur un air connu qui, a priori, n'avait rien à voir. Et en particulier, donc, il avait fait l'hymne européen de l'Eurovision, vous devez tous connaître. Il l'a décliné à la façon Beatles, à la façon Jean-Sébastien Bach, à la façon Beethoven symphonique, etc. Donc c'est assez remarquable. On est toujours un peu loin de la créativité, puisque c'est de même que transférer un style d'image, c'est pas vraiment créé. Mais on va revenir à la créativité avec les travaux de François Pachet aussi. Comme je vous ai présenté les travaux sur les dessins interactifs, où c'est l'être humain qui contrôle le processus, eh bien François Pachet a fait ça, y compris avec des artistes très connus. Donc voilà, par exemple, il a sorti un album, enfin en tout cas deux ou trois titres récemment. Donc là, c'est une vidéo que vous pouvez voir sur YouTube, avec donc Kiesha, qui est une artiste que je ne connaissais pas, mais avec Stromae, que je connaissais un petit peu plus. Et donc ça a été composé, alors, normalement il y a le son, il n'y a pas le son. Si. On l'entend. Alors, et ça a été, de même que je vous l'ai raconté sur les images, il raconte que ça a été composé donc avec ces deux artistes, en séance en studio, et ces artistes utilisaient l'intelligence artificielle comme outil. De même que le peintre dont j'ai parlé, Emmanuel Kela, utilisait les petites populations comme une palette d'outils. Donc, et ils ont déclaré que c'était comme de travailler avec un mec un peu fou qui balancerait sans arrêt des idées, et puis c'est eux qui assemblaient les idées que la machine, l'intelligence artificielle, leur donnait. Voilà, donc je vous invite à aller écouter ça. Bon, on n'entend presque plus, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est pas pour la musique que je vous le passe, c'est pour le processus, encore une fois. Mais la musique, elle est intéressante dans le sens que il raconte, François Pachet, qu'il s'arrêtait que quand, bon, lui était toujours à peu près content, mais que quand les artistes étaient satisfaits. Donc c'est vraiment, encore une fois, l'artiste. Voilà, donc, pour terminer, je pense que l'intelligence artificielle, ça peut être un formidable outil. Ne perdons pas de vue que ça peut être un outil dangereux, donc il faut s'en servir à bon escient. Par contre, quand on s'en sert pour du design, je pense qu'il y a moins de dangers, mais il faut quand même garder à l'esprit tous les dangers possibles de l'intelligence artificielle et essayer de mettre les garde-fous qu'il faut en tant que chercheur, ça nous concerne tous. Par contre, alors je ne sais pas exactement quels sont vos projets dans le cadre de ce prix, mais il y a des tas de possibles ouverts, donc pensez bien à la représentation dont vous voulez vous servir pour votre projet, et puis comment est-ce que l'intelligence artificielle peut vous aider à
en faire quelque chose d'original, mais ça sera quand même vous, les responsables de cette originalité, pas la machine. Je vous remercie.